tous, bienvenue sur School TV, le MAG. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important qui concerne plus de 600 000 jeunes en France. Ce sont les jeunes aidants. Au sommaire aujourd'hui, qu'est-ce qu'un jeune aidant? Quelle est sa charge au quotidien? Que représente-t-il? Irina Capron sortira dans un instant sa loupe. Ils sont les grands invisibles de notre société et pourtant, ils sont indispensables à leurs proches dans le besoin. Quelles sont les conséquences dans la vie de ces jeunes aidants? Quelles solutions sont apportées par l'État pour les reconnaître et les aider? Nous en parlerons évidemment avec nos invités. Et puis nos regards se tourneront vers l'étranger où la condition des aidants est bien meilleure qu'en France. C'est le cas notamment du Royaume-Uni. Ce sera l'info en plus à la fin de cette émission. Et nous allons accueillir nos invités sans plus tarder en Skype. Rose et Marie Bussel, bonjour. Alors Rose, tu es une jeune aidante et tu es avec ta maman. Vous allez nous parler donc de ton frère Titouan dans un instant. Et puis Axel Anderlé, bonjour. Vous êtes fondatrice et directrice de l'association La Pause Brindille. Merci beaucoup d'être avec nous tout de suite. C'est donc la loupe d'Irina Capron. Irina, bonjour. Bonjour Mathilde. Alors, expliquez-nous donc ce qu'est réellement un jeune aidant. Alors, un jeune aidant, c'est un enfant ou un adolescent ou un jeune adulte de moins de 25 ans qui vient en aide de manière régulière et fréquente à un membre de son entourage proche qui est malade en situation de handicap ou de dépendance, et ils ont un rôle essentiel dans l'accompagnement de leurs proches. Ils vont préparer les repas, faire le ménage, les courses, soutenir le proche aidé en lui apportant un soutien moral, en l'accompagnant à l'hôpital, en l'aidant à s'habiller, à faire des soins, en s'occupant également de toutes les démarches administratives, etc. Et 1,5 demi-million d'enfants tout de même et de jeunes sont concernés. Effectivement, et le programme de recherche sur les jeunes aidants mené au sein de l'Université de Paris a permis de développer plusieurs études sur un échantillon de plus de 4000 lycéens. 43% des jeunes ont un proche malade et plus de 14% sont en situation d'aidance, soit 3 à 4 jeunes par classe. Et les résultats montrent également qu'il s'agit majoritairement de filles, 3 jeunes aidantes sur 4. Et près de 40% des jeunes aidants ont plusieurs proches malades dans leur entourage. Quels sont les effets positifs sur l'aidant? Alors, les jeunes aidants peuvent avoir un sentiment de fierté. Ils se sentent utiles et apprennent beaucoup de l'aide qu'ils apportent au quotidien à leurs proches. Ils ont également un sentiment de maturité par rapport aux autres jeunes du même âge, car ils ont le sens des responsabilités. Ils ont également une relation privilégiée avec le proche aidé. Il y a une certaine complicité, une certaine confiance, et ils peuvent avoir également des compétences techniques et humaines comme gérer des traitements médicaux ou organiser des rendez-vous. Bon, on imagine qu'il y a des effets négatifs aussi. Et oui, malheureusement. Et ça joue sur leur santé mentale et physique. Ils peuvent ressentir de la fatigue, de l'anxiété. 3 jeunes aidants sur 4 se sentent fatigués. 6 sur 10 ont du mal à dormir. Et 60% des jeunes aidants ont mal au dos et au bras. 54% des jeunes aidants estiment ne pas avoir profité également de leur jeunesse. Ils ont des difficultés à faire des activités extrascolaires. 47% se disent gênés par le regard des autres et 46% évitent d'inviter des amis chez eux. Et ça pose également problème dans leur scolarité. 33% des jeunes aidants ont été en retard et 34% ont été absents au moins une fois dans un trimestre. Et pourtant, ils sont les grands invisibles de notre société quand même. Et oui, en France, la prise en charge médicale est encore trop centrée sur le patient. En 2019, pour la première fois, les jeunes aidants ont été reconnus par le gouvernement à travers la stratégie de mobilisation et de soutien intitulée « Agir pour les aidants ». Alors, le but de cette stratégie était de sensibiliser les personnels de l'éducation nationale pour repérer et orienter les jeunes aidants et également l'aménagement des rythmes d'études pour les études étudiants. Et justement, Irina, La Pause Brindille, avec qui on va parler dans un instant avec Axel Anderlé, lutte justement pour la reconnaissance et le soutien de ces jeunes aidants. Effectivement, l'association lyonnaise fondée, comme vous l'avez dit par notre invité Axel Anderlé, s'engage pour limiter l'impact de la situation des jeunes aidants sur leur santé et leur vie scolaire. Les activités quotidiennes sont développées autour de 3 axes: sensibiliser, soutenir et faire communauté. Merci Irina, c'était très clair. On va passer à l'expression orale.
Et en Skype, on retrouve Rose et Marie Bussel, jeunes aidantes de son frère Tituan et donc sa maman. Vous êtes toutes les deux avec nous. Merci d'être là. Rose, tu as 10 ans. Tu es donc aux côtés de ta maman. Raconte-nous un petit peu ton histoire avec ton frère qui est plus âgé que toi. Hein, c'est ça, il a 12 ans, il me semble. Oui, il a 13 ans. Il a 13 ans, très bien. Et raconte-nous un peu ton quotidien donc avec ton frère. Et il est atteint de la MPS 2. D'accord. Qu'est-ce que c'est exactement? Tu peux nous expliquer avec des mots simples peut-être? C'est une maladie génétique rare. Et qu'est-ce que ça fait? Il est comment, toi? Et c'est comme un grand bébé. D'accord. Il peut rien faire tout seul. Et donc toi, tu l'aides au quotidien? Oui. Tu l'aides en quoi? En quoi est-ce qu'il peut... tu peux lui être utile tous les jours Je lui raconte des histoires le soir. D'accord. Des fois, tu nous aides à le surveiller. Je l'aide à surveiller quand mes parents ils font la cuisine ou ils travaillent. D'accord. Voilà. Marie Bussel, comment est-ce qu'on explique à son enfant, qui est donc plus jeune que son premier fils, donc qui est handicapé, comment est-ce qu'on lui explique déjà simplement la maladie et puis ensuite le quotidien? J'imagine que votre fille l'a très rapidement vu et puis vit avec, mais comment est-ce qu'on explique simplement les choses? Alors, Rose, elle était tout bébé quand on a eu le diagnostic pour Titouan. Donc, on a vraiment senti que ce petit bébé, là, ce petit bout de fille, avait grandi en se disant, bon, ces deux-là, ils ont déjà une charte. Moi, je vais tout faire pour être facile, tout réussir, être autonome, tout réussir toute seule. Et c'est vrai que sa petite enfance, elle a été marquée par ça. Bien sûr. On ne l'a pas spécialement expliqué à Rose, elle a grandi dedans, elle m'a entendu l'expliquer. Et elle a vécu des toutes petites. On les voit ensemble sur une photo. On les voit là ensemble, effectivement, tous les deux. Ils ont l'air très complices. Hein. Oui, ils font beaucoup de câlins. D'accord. Quelles sont les difficultés au quotidien auxquelles Rose doit faire face? Avec l'école, j'imagine. Est-ce qu'il y a un impact réellement sur sa vie de petite fille de 10 ans? Oui, c'est sûr. Par exemple, nous avons déménagé il y a peu de temps et autant dans le quartier précédent, Titouan avait grandi au milieu des habitants, donc tout le monde le connaissait. Autant ici, dans un nouveau village, le regard des autres est dur, et surtout pour Rose, qui, par exemple, n'a pas vraiment invité de copine depuis le mois de septembre, parce que c'est dur d'en parler. Et oui, justement, Irena en parlait dans sa chronique. Hein. C'est l'un des effets négatifs, on va dire, sur les jeunes aidants. Axel Anderlé, je le rappelle, vous êtes fondatrice de la Pause Brindis. C'est un réseau, en fait, de jeunes aidants. J'imagine que vous le voyez beaucoup au quotidien, ces jeunes qui sont aidants d'un frère, d'une sœur ou même d'un parent. On n'en parle pas encore, mais il y a les parents aussi. Quel impact réellement négatif au quotidien, peut-être sur la scolarité? On l'a vu avec Rose, qui n'invite pas de camarades à la maison. Oui, c'est vrai que Rose fait partie de ce qu'on appelle, c'est pas très joli, mais les co-aidants, c'est-à-dire des jeunes qui sont aidants avec d'autres aidants dans la famille, là en l'occurrence ses parents. Mais on a aussi des jeunes qui sont aidants principaux, et notamment dans les familles monoparentales où voilà, les plus âgés vont être fortement mis à contribution. Et là, les effets sont aussi divers que les situations. On a des jeunes qui ont déjà des soucis physiques, des maux de dos par exemple, ou des gros soucis de sommeil. Il y a beaucoup de colère, beaucoup d'angoisse, un sentiment de peur aussi qui s'installe, la peur de l'avenir, la peur pour le proche. Quand il s'agit d'une maladie, c'est très différent bien sûr par rapport au handicap, mais la peur de ne pas pouvoir construire sa vie ou la peur de perdre quelqu'un. Et je pense que le dommage principal qu'on constate, c'est quand même un sentiment, enfin en tout cas une profonde propension à la dépression.
malheureusement, chez ces jeunes quand la situation s'installe. Et alors là, quel est le rôle des parents ? Parce que là, c'est aux parents peut-être d'intervenir pour essayer de soulager l'enfant, même si évidemment c'est au quotidien, c'est compliqué. Et puis là, on parlait de Rose qui est co-aidante, effectivement. Oui. Alors, ce qui est extra en fait dans la situation de Rose et de Marie, c'est que Marie a fait, comme beaucoup de parents, en fait, voit la difficulté de sa fille et la prend en compte et en considération. Et je pense que c'est la première chose à faire, c'est de se dire, de voir ces jeunes et de leur demander comment eux ils vont et de le faire sincèrement en étant prêt à toutes les réponses possibles. Voilà, on a beaucoup de parents qui étant aidants et déjà dans la difficulté, n'osent pas poser cette question à leurs autres enfants, mais je pense que c'est essentiel. La communication, le dialogue, c'est ça la clé effectivement dans les familles pour peut-être faire sortir aussi les sentiments négatifs que l'on a. Rose, à l'école, comment ça se passe ? Tes camarades sont au courant du handicap de Titouan ou pas ? Alors, quelques de mes copines sont au courant. D'accord. Mais sinon, toute la classe n'est pas au courant parce que j'ai pas envie qu'ils le sachent. Et j'ai pas envie de me balader dans la rue et qu'ils me voient avec mon frère. J'ai honte. D'accord. Qu'est-ce que vous ressentez, Marie, quand vous entendez votre fille dire ces mots qui sont les mots d'une petite fille de 10 ans, mais qui sont forts ? Je suis fière d'elle. Je suis fière qu'elle ose le dire. Ça n'a pas toujours été le cas. Depuis qu'elle a été participée à des ateliers de la pause brindille, j'ai vraiment vu un changement chez ma Rose qui ose dire des choses, qui ose nous dire ce qui est dur pour elle, qui s'est ouvert. Parce qu'elle a eu la chance de partager avec d'autres enfants et de réaliser que ce sentiment de honte, par exemple, elle n'était pas seule à le sentir et que c'était pas grave. Et que moi aussi, des fois, j'ai honte. Le regard des autres, il est dur pour nous aussi, d'avoir toujours les regards braqués sur nous dans la rue. C'est dur. Et moi, je suis très fière d'elle. Et elle a constaté à quel point ça faisait du bien de parler à des enfants qui vivent la même situation. Et pour nous, finalement, c'est pareil avec mon mari. Quand on rencontre d'autres parents qui ont un enfant porteur de handicap, nous aussi, on se sent compris et tout redescend et ça recharge en énergie. Et voilà, c'est l'effet que l'atelier de la pause brindille a été vraiment super bénéfique pour Rose. Tout ça est retombé un peu et il y a eu vraiment un soulagement. Un atelier bénéfique. Expliquez-nous, Axel, comment est née justement la pause brindille ? Elle est, comme souvent, née d'une expérience personnelle. Moi, je suis maman aidante aussi de ma fille. J'ai une grande de 15 ans. Je suis aussi aidante de ma maman. Et donc, en fait, j'ai vu ce changement en fait, dans la famille et la place de plus en plus petite qui était laissée à mon aîné. Et je l'ai effectivement transformé. Enfin, je transformais tout ça parce qu'il y a tellement d'enfants qui sont concernés dans une association qui a ce souhait de s'adresser à tous les jeunes. Vraiment, nous, on est de 8 ans à 25 ans. Les problématiques, bien sûr, sont différentes, mais on a des enfants de 8 ans qui sont déjà dans une grande difficulté. On en a à 18, 19, 25 ans. Et donc, notre objectif, c'est vraiment de créer des espaces de parole sécurisés, mais aussi des grosses bulles de répit et de joie. Qui, comme le disait Marie tout à l'heure, permettent aux enfants de rencontrer d'autres jeunes concernés. Et on a toutes pathologies confondues. On a des enfants qui ont des frères et sœurs. On est dans le domaine, en situation de handicap, pardon. On a des jeunes qui ont des parents qui sont atteints de troubles mentaux, des troubles psychiques. On a vraiment de tout. Des jeunes qui ont des parents en addiction aussi, parce qu'on parle très peu de ces maladies-là. Ce sont des maladies qui sont honteuses et donc très lourdes à porter aussi pour les enfants. Alors effectivement, comment expliquer en France pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas reconnus ? 600 000 jeunes aidants en France, c'est quand même un chiffre énorme. Pourquoi on n'en parle pas, on ne les voit pas plus ? Alors je n'ai pas la réponse à cette question.
tous les jours. Mais en fait, c'est même plus que 600 000. 600 000, c'est le nombre d'aidants selon Cancer Contribution, le nombre des jeunes en cancérologie. Donc, ça veut dire que ça ne prend pas en compte toutes les autres pathologies. Oui, bien sûr. Mais pourquoi la question c'était pourquoi? Excusez-moi, j'ai mon chat qui aboie. Non, il n'y a pas de souci. Les chiens ont tous les droits aussi sur School TV, vous inquiétez pas. Non, la question c'était pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas autant en France? Ils sont invisibles aujourd'hui dans notre société et c'est un vrai problème aussi. Oui, c'est ça, ils sont invisibles parce que pour l'instant, en fait, c'est un non-sujet. La question des aidants elle-même est assez récente, en tout cas, même si dans notre monde, on en parle depuis plusieurs années, depuis 10-15 ans, mais en tout cas, la société commence à prendre en compte seulement maintenant les adultes. Et quand il s'agit des jeunes, je pense que la souffrance des jeunes et les difficultés des jeunes, c'est encore un tabou dans notre société et qu'on a vraiment effectivement beaucoup de retard sur ce sujet, 20 ans de retard sur l'Angleterre, comme vous le disiez tout à l'heure. On va en parler effectivement en fin d'émission. Marie, comment vous l'expliquez, vous, avec votre petite fille, votre fils, vous voyez effectivement que il y a une invisibilité. Est-ce que, par exemple, l'instituteur ou l'institutrice de Rose est au courant à l'école? Alors oui, moi j'ai toujours fait la démarche, en accord avec Rose, de faire un petit email ou de rencontrer l'instituteur. Parce que aussi, Titouan a beaucoup d'hospitalisations, beaucoup d'opérations. Et donc, on traverse régulièrement des tempêtes où la famille est un peu ébranlée. Et je voulais vraiment que Rose ait une attention de la part de l'enseignant. Je l'explique aussi, ce qui est important de dire, c'est que moi, jusqu'à il y a très peu de temps, jusqu'à ce que je découvre les communications d'Axel sur la pause brindille, qui, je confirme, sont pleines de joie et pétillantes, et c'est vraiment aussi chouette. J'avais même pas identifié Rose comme une jeune aidante. En fait, quand j'avais vu aidant, mais j'étais dit jeune. Moi, je suis pas jeune, j'ai 40 ans, donc j'avais tourné ça vers moi et mon mari, mais j'avais pas mis ce mot d'aidante sur Rose. Et c'est vraiment les communications de la pause brindille qui m'ont fait mettre ce mot. Oui, Rose, elle vit des situations. Alors, bien sûr, on fait attention de ne pas lui demander de l'aide, mais forcément, sa vie est impactée. Forcément, elle a une vie de petite fille différente. Bien sûr. Et du coup, je pense qu'il y a aussi de la pédagogie à faire pour faire admettre que ces enfants, ces jeunes, ont aussi ce terme d'aidant. Et parmi l'impact, en tout cas, sur la vie de Rose, on voit qu'elle est très mature. Ça se voit tout de suite, ses premiers mots. Et je pense qu'effectivement, ce sont des enfants qui grandissent plus vite que les autres. Bien sûr, elle est consciente de toutes les responsabilités. Elle est souvent mêlée à nos discussions d'adultes. Et puis, avec le handicap, mais la maladie, on est toujours un peu en mode combat à chercher des solutions un peu pour tout, parce que tout est plus difficile. Donc, Rose, elle est confrontée à tout ça. Et c'est le cas de beaucoup de frères et sœurs comme elle. On constate une maturité qui fait parfois aussi un décalage avec les autres enfants de sa classe. Axel Anderlé, vous le voyez, vous aussi, avec la pause brindille, les jeunes qui grandissent plus vite que les autres de leur âge, ça crée un décalage avec les autres? Oui, on a beaucoup de jeunes qui se sentent décalés, qui se sentent comme des ovnis, souvent ils disent ça, et puis parce qu'en plus ils gardent tout en eux. On est quand même là sur un âge extrêmement normatif, c'est la fin de l'enfance, l'adolescence, et puis c'est un âge où on veut ressembler aux autres et vivre cette différence au sein de la famille. C'est pas quelque chose qui se fait simplement. Et donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles les jeunes sont discrets et que ce sujet est si peu connu. Et oui, effectivement, on constate la même chose, la maturité. On a des jeunes qui ont 16 ans avec qui on discute comme s'ils en avaient 21, qui ont un sens des responsabilités accru, une capacité à se projeter et à prendre en charge des choses. Et d'ailleurs, leur plus grande difficulté, c'est la charge mentale. Voilà. Et quand je parlais de dépression tout à l'heure, ça va souvent de pair avec des jeunes qui ont porté trop de choses, trop longtemps, et sans avoir de soupape ou d'espace dédié pour pouvoir poser son fardeau. Et c'est pour ça qu'on a créé une ligne d'écoute parmi nos premières actions. Marie Bussel, vous êtes aussi créatrice, vous, de l'agence Un Pingouin à la ferme.
Expliquez-nous en quoi ça consiste. Il me semble qu'il y a des BD aussi qui sont en ligne. Alors, c'est un début très modeste parce que je suis salariée, mais avec ce chemin douloureux autour de la maladie de Titouan, et puis bon, la crise de la quarantaine aussi peut-être, j'ai un peu re-questionné toutes mes envies et j'ai créé donc ce site, Un pingouin à la ferme, où moi, ce qui m'anime vraiment, c'est d'expliquer simplement par le média du dessin, qui me fait beaucoup de bien, d'expliquer simplement tout ce qui est complexe. Je dis en rigolant tout ce qui est chiant, et finalement dans le handicap, il y a énormément de choses complexes. Ça commence par les noms des maladies. Tout à l'heure, Rose a dit la MPS2, mais Titouan, il a la mucopolysaccharidose de type 2. Eh oui. Donc il y a tellement de choses à expliquer, il y a tellement de sensibilisation à faire pour justement faire accepter les différences que j'ai eu envie de créer cette petite structure qui est vraiment embryonnaire, puisque je la fais en parallèle de mon activité salariée. Et on voit justement des images de cette BD à l'écran. Pendant que vous parlez, on voit donc les images. Rose a participé à cette bande dessinée d'ailleurs, il me semble. Alors, cette bande dessinée m'a été inspirée, elle est sortie suite à l'atelier où Rose a été à la pause brindille, où j'ai tellement vu l'apport de cet atelier sur Rose, où ça m'a déclenché vraiment une émotion, une joie et plein de choses, parce que forcément, en tant que maman, mais on est aussi en souffrance. Je me dis, est-ce que cet enfant, elle a pas la même vie que les autres, elle a une vie plus compliquée, donc ça entraîne une culpabilité. On a déjà la culpabilité d'avoir un enfant handicapé, mais en plus, on a la culpabilité de faire souffrir celle qui va bien. Donc tous ces sentiments, ça m'a aidée, et c'est grâce à cet atelier, j'ai vu Rose tellement soulagée que j'ai tout posé sur le papier, et ça a donné naissance à cette petite BD qui parle de la pause brindille. Rose, tu penses quoi de cette bande dessinée à laquelle donc tu as grandement contribué? Elle est super, parce que c'est vraiment ce que j'ai fait à la pause brindille, c'est ce que j'ai ressenti, et c'est ce qui m'a permis, c'est la pause brindille, c'était mon premier atelier quand elle a fait cette BD, et j'ai adoré. Ça t'a fait du bien de voir, j'imagine, en dessin et en texte, si j'ose dire, ce que tu ressentais, de partager ça aussi avec les autres? Oui. C'est vraiment... Oui, vas-y. Et à mes copains et copines, je peux pas trop leur raconter ça, alors que c'est des enfants là, qui étaient comme moi, qui étaient frères et sœurs d'enfants d'un handicap, et j'ai pu leur parler, ils ressentaient des fois les mêmes choses que moi, et c'est ça qui fait du bien. Et tes copains et copines ont vu la BD? Non. Non. Pour l'instant, tu veux pas leur montrer? Non. Bon, très bien. Allez, on va passer à l'info en plus avec Irina. Irina, donc on l'a dit, c'est vrai, la France est très en retard sur le sujet, en tout cas de la reconnaissance des jeunes aidants. Oui, à l'heure actuelle, le Royaume-Uni est le pays le mieux placé pour la reconnaissance des jeunes aidants. D'autres pays sont également bien avancés, comme l'Australie, la Norvège ou la Suède. Mais au Royaume-Uni, grâce à 20 ans de recherche menée à ce sujet, plusieurs services sont dédiés à ces jeunes sur le plan local et national, comme le soutien, les séjours de répit et un accompagnement scolaire. Et cela a également permis le développement de politiques publiques avec des droits spécifiques comme les bourses scolaires. Et en Écosse, il y a également un festival de jeunes aidants sur 3 jours. Axel Anderlé, effectivement, la France, on l'a dit tout à l'heure, est très en retard par rapport notamment au Royaume-Uni. En Écosse, il y a carrément un festival. Je ne savais pas que ça existait, effectivement. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui à l'État, si vous avez quelque chose à demander en tout cas, pour aider ces jeunes, voire même les aidants tout court? Là, on parle des jeunes aidants, mais il y a aussi effectivement les aidants adultes. Alors déjà, je voudrais préciser que nous avons notre festival, puisque le 2 juillet... C'est bien de communiquer, Lyon, le 2 juillet, d'accord. Organisons le premier festival, Tribu Brindille Festival, pour les jeunes aidants de 8 à 25 ans. C'est une journée gratuite, une grande journée de fête, et on aura la joie d'avoir Rose et Marie avec nous d'ailleurs. Bon. Donc bienvenue à tous, il reste encore quelques places, vous pouvez vous inscrire sur notre site internet. Après, sur la question de qu'est-ce que je demande, alors c'est vrai que les Anglais avec qui nous sommes bien sûr entrés en contact nous ont dit
de chercher nos alliés et de prouver en fait le besoin, parce que les pouvoirs publics étaient un petit peu longs à suivre, donc on s'y emploie. Mais pour autant, le fait que les jeunes aidants soient inscrits dans la stratégie aidante qui se termine là en fin d'année, mais il va y en avoir une suivante, c'est une énorme avancée. Et je pense que, alors Marie pourra répondre aussi sur cette question, mais je pense que pour les aidants, quel que soit l'âge, ce qui pourra le plus nous aider, c'est que nos proches soient pris en charge correctement. Eh oui. C'est qu'il y ait des places adaptées, des dispositifs innovants, et qu'on ne soit pas dans la souffrance permanente, en fait, pour que ce soit pour le quotidien, les écoles, les IME, les Ulysse, les places à l'hôpital, les places voilà, de partout. En fait, on a besoin que nos proches soient pris en charge et qu'on lève le voile, qu'on lève ce tabou en fait sur la maladie, sur les handicaps, parce que sur la maladie psychique aussi, parce que c'est quand même le regard des autres, on l'entend avec Rose et nous on l'entend tous les jours. Le regard des autres, c'est quand même la première cause de souffrance. Et ça, c'est collectivement, en étant tous plus solidaires et un petit peu plus, je sais pas, tous, en étant plus prévenants, attentifs les uns avec les autres, qu'on peut parvenir à changer ça avant de demander des choses à l'État. Et après, voilà. Moi, c'est en tout cas, si j'ai une revendication, c'est vraiment des places adaptées pour nos proches. Et puis après, pour les jeunes, je pense que c'est aussi à eux de répondre, et c'est à eux et à nous, avec eux, de construire les réponses et de porter leurs paroles. Marie, je vous laisse répondre à ça. Moi, je suis forcément tout à fait en phase avec Axel, des places, parce que c'est un combat permanent d'avoir une place en institut, en hôpital, de la prise en charge du handicap et de la maladie, c'est encore bien compliqué. Quelle est la prise en charge? Juste pour donner un exemple. Oui, allez-y. Non, c'était sur la prise en charge de Titouan aujourd'hui. Quelle est sa prise en charge? Oui. Aujourd'hui, il est dans un institut médico-éducatif et pour dire on se sent vraiment chanceux, cet institut, il a 90 places et pour vous donner une idée, sur la liste d'attente, il y a 600 enfants. Voilà, quand on apprend ça, ça fait mal. Donc voilà, et c'est vrai que je rejoins aussi Axel sur le regard des autres qui fait souffrir. Et Rose, en CM1, avait réussi à faire un exposé où elle avait dit à ses amis, au lieu de regarder mon frère, dites-lui bonjour. Donc, il n'y a pas très longtemps, on s'est fait une casquette dans la famille avec le message qu'on met sur Titouan, mais sur nous aussi. D'accord. De nous dire bonjour, et le sourire fait beaucoup de bien. Et voilà, il y a beaucoup de sensibilisation à faire pour qu'on ait des sourires plutôt que des regards. Ouais, le regard des autres, donc les mentalités qui doivent changer. Et effectivement, l'État qui doit se concentrer sur créer des places en plus dans les IME et les institutions effectivement qui peuvent prendre ces jeunes enfants et puis plus tard aussi les adultes en charge. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pu témoigner sur notre antenne. C'était très important. Merci Rose et merci Marie d'avoir été avec nous. Axel Anderlé également, fondatrice, je le rappelle, de l'association La Pause Brindille. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous venez quand vous voulez sur le plateau de School TV. Merci beaucoup Irina. Merci à vous. Et puis on se retrouve nous très vite sur School TV. À très vite.